Comment ai-je pu liquider mon complexe d'Œdipe? C'est une question qui me tracasse à propos de ma petite enfance. J'aurais dû être engagé dans un triangle affectif, amoureux de ma mère, Marguerite. Il me fallait tuer mon père, Gaston. Pour ma mère, c'était facile, c'était une maman très belle, et dès l'âge de 4 ans, comme Oedipe, j'étais amoureux d'elle. Pour Oxyre, mon père, c'était plus compliqué car je ne l'avais pas sous la main. Je m'explique. Mon père, Gaston Bourbouze, instituteur à Garancières, avait fait l'école des officiers de réserve en 1928. Ça se pratiquait peu chez les instituteurs, plutôt antimilitaristes, mais ce fut un moyen pour lui d'aider financièrement sa mère et ses 2 sœurs, car son père, Louis, cordonnier, venait de mourir 4 ans auparavant d'une tuberculose osseuse à l'âge de 41 ans. Gaston était donc devenu précocement chef de famille. Il se marie en 1930 avec Marguerite, qui donnera naissance à 2 enfants, mes sœurs Michel en 1935 et Nicole en 1938. La guerre contre l'Allemagne étant déclarée en septembre 1939, mon père est mobilisé et part vers la ligne Maginot. Quand en mai 40, les Allemands déclenchent la Blitzkrieg, il s'illustre comme officier de liaison, est cité par le général à l'ordre de la division et gagne la croix de guerre. Maigre consolation, car à la signature de l'armistice le 22 juin 1940, leur état-major leur demande de rendre leurs armes. Voici les longues colonnes de nos pères et nos grands-pères, amers et vaincus, qui remontent vers les camps de prisonniers d'Allemagne. Ils sont humiliés, dégoûtés. Il part alors pour 5 longues années en captivité au cœur de l'Allemagne nazie dans un Hoflag réservé aux officiers prisonniers français. Au total, 30 camps pour 29 000 officiers pris en otage. Mais lors d'une perme de Noël en décembre 1939, lors de cet épisode qu'on a appelé la drôle de guerre, mon père avait laissé derrière lui un témoin de son passage, puisque dans cette perme je fus conçu. J'ai même participé dans le ventre de ma mère enceinte de 5 mois à l'exode de mai 40 qui nous a trimballés dans la traction avant de l'oncle Marcel sur les routes encombrées en direction d'Orléans. Résultat des courses, 9 mois après la fameuse perme, je naquis en septembre 40 à Garancières, occupée alors par les Allemands, et ne fis donc connaissance de mon père pour la première fois qu'à l'âge de 5 ans, le 20 avril 1945. Garancières, vendredi 27 septembre 1940, reçu le 8 octobre en Allemagne. Mon chéri, nous avons un petit garçon, un bel Alain, qui te ressemblera car il a bien le nez d'un Bourbouze. Il est très gros, tu sais, pas le nez, 9 livres 200, mais ça s'est très normalement passé. De juillet à septembre 1940, ma mère, très inquiète, n'a aucune nouvelle. Elle sait que son mari est en Allemagne, certes, mais où et pour combien de temps? Quelques mois sans doute. Puis, à l'automne, un premier courrier arrive qui lui apprend que Gaston est prisonnier en Allemagne. Mais elle ne sait pas où. En fait, il est prisonnier avec 1000 autres officiers dans l'Hoflag 6D, à 3 km de la ville de Münster, en Rhénanie. Dans les Hoflag se retrouvent des officiers d'active, Saint-Cyriens, polytechniciens, et des réservistes de tout milieu. Un véritable brassage social. Les militaires d'actifs côtoient ainsi des cadres industriels, des instituteurs, des professeurs d'université, des ingénieurs des mines. Tous sont passés par le monde très fermé et élitiste des lycées et possèdent une base scolaire commune, le baccalauréat, dont ne sont titulaires à cette époque que 7% d'une même classe d'âge. Mon père avait quant à lui terminé ses études en passant le brevet supérieur à sa sortie de l'école normale d'instituteur, l'équivalent du bac. Contrairement à ce qui se passait pour les hommes de troupe et les sous-officiers emprisonnés dans les stalags et contraints de travailler, en usine ou dans les champs, les officiers français retenus captifs dans les Hoflag, Offizierlager, bénéficiaient de conditions de détention relativement bonnes, respectant les conventions de Genève relatives aux prisonniers de guerre, stipulant qu'il leur était interdit de travailler. Ma sœur Michel. Tu te souviens de cette phrase que papa nous avait racontée à Münster?
un des tout premiers rassemblements, grand discours du responsable du camp à ses ouailles, à ceux qui gardaient. N'oubliez pas, messieurs, que vous gardez l'intelligence de l'Europe. Mais comment occuper ce temps long de la captivité? L'intelligence de l'Europe comprit vite qu'il fallait se prendre en main moralement et matériellement pour durer. Dès 1941, l'organisation intellectuelle prit ainsi rapidement dans ses oflags une ampleur étonnante et inattendue. Profitant des compétences des uns et des autres, des cycles de conférences sur des sujets les plus variés sont organisés, des cours de tout niveau sont dispensés et des diplômes sont délivrés, qui seront validés même à la Libération. Conférenciers, élèves et professeurs, tous captifs et soumis à de nombreuses restrictions, au milieu des barbelés et des miradors, parviennent à mettre sur pied de véritables universités. Au cœur de ce bouillonnement intellectuel, il y a la bibliothèque. À l'Oflag 6D, 16 000 volumes, 600 lecteurs en moyenne par jour. Le fonds est abondé par des dons des familles, de la Croix-Rouge, des achats en France, et par les Allemands eux-mêmes, qui voyaient là un excellent dérivatif pour éviter les évasions. Au camp se crée ainsi une chorale, un orchestre, un groupe théâtral qui propose des concerts, des représentations, des expositions. Sur un tout autre plan, animé par les 35 prêtres de l'Oflag, la vie spirituelle est intense dans ce milieu social très marqué par le catholicisme. Toutes les fêtes religieuses sont célébrées. Dernier point, et non des moindres, la vie sportive va prendre une place considérable, car il faut garder la forme. Je maintiendrai devise de l'officier prisonnier, surtout s'il veut s'évader. C'est le rêve de chacun. Ainsi, après l'humiliation de la défaite, toutes ces activités permettent aux prisonniers de retrouver leur dignité d'être humain, mais aussi de Français, devant les autorités allemandes qui les maintiennent captifs. Le lien avec la France n'est cependant pas coupé car les Allemands vont mettre en place la Kriegsgefangenenpost, une correspondance strictement réglementée et sous haute surveillance. Censurées à l'aller et au retour, elles étaient pour les prisonniers de simples bulletins où chacun essayait de mettre un peu d'intimité. Mais il est interdit de parler de la guerre, de l'occupation, des difficultés d'approvisionnement, de politique. En résumé, mon père dit que tout va bien, que le moral est bon, qu'il a bien reçu les colis, nourriture et vêtements. Ma mère parle des enfants qui grandissent, de la famille, de la vie du village et de l'école. Alors la lettre, ça se situait, c'était comme ça. Il y avait deux volets. Là, c'était pour elle, qui était ce morceau-là, et là, c'était le même morceau sur lequel papa avait écrit. Tu détachais la lettre de papa, et tu avais droit à ça. Et tu vois, pas une ligne de plus. De temps en temps, elle faisait une ligne au crayon, et puis elle rajoutait quand même une ligne, mais c'était celle à laquelle j'avais droit. Donc c'est à partir du moment où j'ai su écrire que j'ai ajouté un petit truc, tu vois, bon voilà. Dans la chambrée, dans un cahier à portée de main, Gaston a collé soigneusement les photos des enfants qui grandissent. « 1941, 42, 43, 44... Et tout cela sans lui. » J'ai reçu toutes tes lettres, ma guide chérie, ainsi que les cartes de ta mère, également les 2 colis. Confiture, cake, biscuits, chocolat étaient délicieux et ont bien amélioré le menu. Ne m'envoie plus de savon. Je t'aime. Au revoir. Car ce qui va beaucoup compter, ce sont les fameux colis envoyés par les familles. 1 à 2 colis maximum de 5 kilos, une fois par mois. Les boîtes de conserve étaient ouvertes et quelquefois transvasées, les vêtements soigneusement palpés, voire décousus en présence du destinataire. Ce qui n'empêchait pas de passer en fraude de nombreux objets compromettants cachés dans les doublures de vêtements, au creux des saucissons et des pots de confiture. Toute cette nourriture, c'était autant de moins pour les Allemands qui avaient tout intérêt à faciliter ces envois. Dans les chambrées, les popotes,
se groupaient autour du fourneau sur lequel mijotaient de petits plats. Gamelles, denrées des colis, des achats en ville ou à la cantine étaient mis en commun, car la solidarité était telle que le partage intégral et impartial de tous les vivres regroupés était la règle absolue. Pour les liens avec la famille, il y a heureusement les lettres qu'on passe en fraude et qui vont enfin permettre de s'exprimer librement. La première arrive à Garancières en janvier 42. Dans un courrier précédent passé par la censure, mon père avait écrit qu'il envoyait à ma mère un colis avec son képi et lui répétait de façon insistante qu'il fallait qu'elle le répare. Quelle idée, quoi, son képi? Bizarre. Quand le colis arrive à Garancières, Marguerite, intriguée et terriblement impatiente, démonte le képi et découvre une lettre cachée sous la doublure. Guy Chéri, on nous a prévenu hier que nous pourrions bientôt envoyer un colis en France. Peut-être pourrais-je y cacher cette lettre. Je tente le coup. Nous verrons bien s'il passe et si tu la trouves. C'est là qu'il va te falloir faire preuve des qualités apprises dans les romans policiers. Ma Guy Chéri, je t'aime et c'est bon de pouvoir te le dire. C'est donc le premier courrier privé et non censuré échangé après 20 mois de séparation. On peut enfin tout se dire. Ma Guy Chéri, cette longue lettre te paraîtra sans doute un peu décousue, mais tu sais, je vais te dire tout ce que j'ai pu te taire jusqu'à maintenant. C'est peut-être la seule fois où je pourrais t'écrire ainsi. Toi, tu pourras m'écrire par les colis, je vais t'indiquer quelques moyens. Tu enveloppes ta lettre dans 2 papiers au cellophane. Tu obtiens une boule, tu mets sur cette boule de la colle extérieurement, et tu remets dessus 2 coques de noix que tu colles solidement à la sécotine. Pas de traces de colle extérieurement, évidemment. La colle sur le papier, c'est au cas où les coquilles se sépareraient. Bonbon genre caramel, où le caramel est remplacé par la lettre. Le tout bien collé, et au fond du paquet de bonbons. Ou date, où le noyau de la date est remplacé. Ou cube. On dirait des recettes de cuisine, n'est-ce pas ma chérie? Ne rien mettre dans les plaques de chocolat. Le jour où il y a une lettre dans le colis, tu mets un inventaire, et l'objet porteur est inscrit le dernier. Le modus operandi étant ainsi établi, il faut passer aux choses sérieuses, dire d'abord et écrire, à longueur de page, qu'ils se languissent l'un de l'autre, et qu'ils s'aiment. Décembre 42. Ma petite Guy Chéri, il est 9h du soir. Que fais-tu chez nous? Je t'imagine dans le fauteuil, notre grand fauteuil, pour toi toute seule. Nous nous aimons, hein, Guy Chéri, et nous nous aimerons beaucoup au retour. Mes lettres officielles te semblent peut-être un peu froides, ne m'en veux pas. Dans la chambre, j'entends souvent les autres parler de leurs femmes. Moi, je n'en parle pas. Mais je pense, ma Guy a bien plus de qualité. Guy, je t'adore. Il y a bien longtemps que je te l'écrivais pour la première fois, et je me rappelle encore avec quelle impatience j'attendais le facteur des tempes. Tu me disais dans ta lettre, je viens d'avoir 17 ans, et dans laquelle tu te trouvais un peu jeune. Bon, je pourrais bien sûr remplir des pages et des pages avec ces mots émouvants qui disent tous la cruauté de cette séparation. Il avait une totale confiance en Marguerite, bien sûr, mais avait néanmoins une peur terrible de la perdre. Dans ses lettres, mon père raconte aussi longuement les causes de la débâcle de mai-juin 40, les troupes débandées, le manque de courage et de discipline, les ordres fantaisistes qui disaient reculer sans qu'on sache qui les donnait, les officiers qui se planquaient, les soldats qui ne voulaient pas se battre. Il évoque même la part de responsabilité des instituteurs chargés de l'instruction civique. Oui, c'est vrai, nous ne parlions plus de France ni de patrie dans nos classes, mais d'une Europe sous le signe de la bonté et de la justice. En 41 et 42, ma mère s'inquiète beaucoup du virage politique pris par Gaston, très marqué par les nombreuses discussions qu'il a avec ses compagnons, officiers d'active majoritairement de droite, ou avec des officiers de réserve à des postes de responsabilité élevés dans le civil, voire des prêtres, son copain Blondel, qui influencent fortement son jugement. Tu vois, Maguite, toutes les discussions avec des camarades provenant de milieux différents, avec des éducations différentes, ont élargi ma manière d'envisager les faits. De notre éducation d'école normale, nous sommes sortis un peu avec des œillères. Même son anticléricalisme hérité et renforcé par son passage par l'école normale est devenu plus mesuré. Vis-à-vis de Pétain, il tient le discours ambiant qui prévaut dans l'Oflag, aux grandes dames de Marguerite, farouchement antipétiniste.
Tu lis, au début, elle comprend rien. Mais dès qu'il y a les premières interventions de Pétain, elle n'a jamais fait chanter Le maréchal nous voilà et Une fleur au chapeau à la bouche une chanson. Elle ne faisait chanter que celui-là. Je le connais encore par cœur, moi. Une fleur au chapeau à la bouche une chanson. Un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nos filles et garçons pour aller au bout de la terre. Mon père, toujours dans la lettre du képi, début 42. Dans une lettre en parlant de Pétain, tu me dis « L'intolérance me pèse ». Tu veux sans doute parler des mesures contre juifs et francs-maçons. Je crois que nous ne pouvons pas encore juger. Les juifs, je ne les connais pas. Avouons qu'ils étaient bien entreprenants et bien peu assimilables. Les francs-maçons que nous avons connus étaient chics. Bien sûr, il reprend à son compte ce qui se dit dans le camp, sauf pour les francs-maçons, car quelques années avant la guerre, il avait été sollicité pour entrer dans une loge, qu'il a d'ailleurs peu fréquentée, puis ensuite abandonnée. Marguerite est effrayée par de tels propos et le lui écrit. Réponse. Si quelque chose te choque, n'y pense pas trop. Il se peut que le mot dépasse ma pensée. Soucis, mais on va se retrouver. Alors c'est en 41. Hein. Ne te fais pas de soucis, ça va être bientôt fini. On va bientôt se retrouver, etc. Ça ira beaucoup mieux. Et t'inquiète pas, et c'est là où c'est génial, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout. Alors lui, il est enfermé dans son oflag, en ayant comme seules informations ce que lui donnent les Allemands. Maman qui est garancière, qui écoute Radio Longue tous les soirs, parce que ça je l'ai encore dans l'oreille, il y en a un qui va expliquer à l'autre. C'est bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord. Le débarquement des Américains en Afrique du Nord, à l'automne 42, suivi en été 43 de leur arrivée en Sicile, marque un virage radical dans le flag. Les radios sont entrées en fraude, elles sont écoutées quotidiennement. Les cercles Pétain sont désertés. Grâce à ces lettres clandestines, ma mère va découvrir la vie quotidienne de ces milliers de prisonniers, logés dans les 5 blocs de l'Oflag, par chambrées de 10 ou 15 hommes. La sonnerie au réveil vers 8 heures, l'appel dans la cour en rang par 5, qui peut s'étaler quelquefois sur plus de 2 heures, la toilette, les travaux ménagers, la gymnastique, très important, lavage, raccommodage, cuisine, la soupe, amenée par les Allemands, qu'on enrichit et qu'on complète avec les aliments envoyés de France par colis postal. Les centres d'intérêt de mon père sont variés. Il va passer beaucoup de temps à s'initier à l'architecture navale, le tracé et le calcul des carènes. Dans quel but? Mystère. Un futur bateau à voile de 9 mètres, agrément aurique, jamais construit. Il suit aussi des cours de géographie, de préhistoire, mais il consacre beaucoup de temps aux activités sportives, pratiquant le rugby, la lutte, c'est un sport épatant, dit-il, et la gymnastique. En septembre 42, il fait un stage de 3 mois d'éducation générale et sportive et sort diplômé athlète complet, excellent moniteur. Et tenez-vous bien, diplôme transmis au commissariat à l'éducation générale et au sport à Vichy. C'est lui qui organise et mène chaque matin les cours d'éducation physique. C'est un adepte de la méthode Hébert, très en vogue à l'époque. De ramper se poursuit par une marche, en appui quadrupédique. Ces réchappes en culbute sont destinées à parer une mauvaise chute. Des perches remplacent la barre fixe absente. Et ces jeunes gens se rétablissent par renversement. Les portées, les sauts en profondeur, se font avec les moyens du bord. L'hébertisme, c'est une philosophie de retour à la nature, mais aussi une éducation physique qui se base sur 10 mouvements naturels. La marche, la course, le saut, la quadrupédie, oui, les grimpés, l'équilibre, les levées-portées, la défense et la natation. Tout était donc praticable dans l'Oflag, sauf la natation, bien sûr.
La consécration, c'est le 21 août 1943. Après une préparation de plusieurs mois, Gaston rencontre un vif succès en organisant la fête de la gymnastique sur un programme spectaculaire. On notera en athlétisme le relais 4 x 83 mètres, la ligne droite maximum dans le camp. Il se passait décidément dans ce camp des choses incroyables. Avec un peu d'audace et d'astuce, les prisonniers réussirent à faire passer à la barbe des Allemands des boussoles, des cartes, des boutons pour les vêtements civils, des lampes de radio pour les postes de TSF, des encres pour les faux papiers, des pièces détachées et des pellicules pour des appareils photo, et même une caméra, dont les mécanismes furent cachés dans les extrémités de quelques saucisses. Un fameux film, dont j'ai déjà mis quelques extraits dans cette vidéo, a vu le jour dans un oflag voisin. Ça s'intitule « Sous le manteau ». Les prisonniers avaient donc des radios clandestines pour capter les nouvelles diffusées par les radios alliées. Les bricoleurs avaient installé un fil électrique clandestin branché à la commande en tour pour amener le courant le soir dans les baraquements après l'extinction des feux. Un intérêt extraordinaire était donné aux nouvelles retranscrites sur des feuillets qui circulaient de chambre en chambre. Au centre de toutes les discussions, il y avait les nouvelles du front. Une véritable drogue pour les prisonniers qui cherchaient désespérément à s'informer et passaient selon les jours de l'abattement à l'exaltation. Dans une lettre de mon père, début 1942. Les Allemands gagneront-ils la guerre? L'an dernier, j'aurais dit oui. Maintenant, je n'ose plus me prononcer. Ils ont une sacrée épine dans le pied avec la Russie. Pour le moment, ils reculent pas mal. Un peu plus tard, octobre 42. À 18h30, il y a eu alerte, donc plus de lumière. Et elle a duré jusqu'à 23h. Les chasseurs décollent du terrain d'aviation voisin. Nous comptons les départs et les retours. Quelle impression de puissance donnent ces centaines de bombardiers volant à haute altitude. Les Anglais en mettent un coup, et de jour ce sont les Américains. Il y a eu, paraît-il, de la casse à Münster. Septembre 43. Que penses-tu de la situation? En Italie, ça marche. En Russie, les Allemands doivent avoir des pertes terribles. Ils ne peuvent tenir le coup bien longtemps. L'Angleterre et les USA ont encore une armée prête à envahir le continent. Où le feront-ils? Si c'est par la Hollande, nous ne resterons pas à Münster. De toute façon, ce sera la fin. Ce n'est plus qu'une question de mois. Tout prisonnier rêve de s'évader, mais assez peu d'entre eux s'y risquent. Il faut des mois de préparation, plans, boussoles, vêtements civils, provisions, et trouver le moyen de sortir du camp. Février 42. Oui, moi aussi, je vais essayer. Si je réussissais, c'est ça qui serait épatant. J'ai encore pas mal de préparatifs à faire, mais surtout, ne te tourmente pas. Il faut que je me fasse moi-même un costume civil. Envoie-moi du fil noir et des boutons. La méfiance des Allemands est constante, et ils procèdent régulièrement à des fouilles, rapides et brutales quand c'est la Wehrmacht, longues et minutieuses quand c'est la Gestapo. La fouille. Les fouilles des baraques reviennent régulièrement. Alors il faut planquer le plus vite possible les objets interdits et sortir en dissimulant d'autres. Orchestrées par la Gestapo qui a fait spécialement le déplacement au camp, les fouilles ont pour but de mettre à jour l'entrée des tunnels d'évasion et de trouver toutes sortes d'objets interdits, dissimulés dans les cloisons ou sous les planchers des baraques. Après quelques essais ratés en 42, mon père est impliqué fin 43 dans un ambitieux projet de creusement de tunnels qui va durer des mois. Les obstacles étaient la friabilité du terrain qui obligeait au boisage du conduit, l'évacuation des déblais qu'il fallait camoufler en les répandant petit à petit sur la surface du camp, et surtout les problèmes d'aération et d'éclairage de ceux qui travaillaient au fond de ce boyau long de 40 mètres à plus de 2 mètres de profondeur pour passer sous les barbelés et atteindre l'extérieur. Un soir, après l'appel, alors que mon père est occupé à creuser, il s'électrocute avec le fil de la baladeuse qui traîne dans le sable humide. Donné pour mort, il est traîné sans ménagement par les pieds jusqu'à la sortie. Couvert d'ecchymose, il respire encore. Le médecin le réveille brutalement en le badigeonnant avec de la teinture d'iode de la tête aux pieds. On explique au gardien allemand soupçonneux que le lieutenant Bourbouz vient d'avoir une crise d'épilepsie. Dans le mois qui suit, le creusement du tunnel se poursuit jusqu'à déboucher à l'air libre, de l'autre côté des barbelés. Départ prévu le lendemain soir. Mais au petit matin,
les gardiens allemands arrivent avec pelle et pioche et découvrent le tunnel. Ont-ils été dénoncés ou les Allemands avaient-ils installé dans le sol des postes d'écoute acoustique? Quoi qu'il en soit, toute la chambrée est punie, certains sont transférés dans un autre camp. Pendant ce temps-là, à Garancières, la vie continue. Ma mère est la directrice de l'école qui est adossée à la mairie. Comme secrétaire de mairie. Alors, à maman, au début, elle a pris le secrétariat à la place de papa, mais quand elle a pris le congé de maternité pour toi, elle a arrêté, elle n'a jamais repris après. Elle a mené sa vie avec ses 3 gamins dans l'ambiance de la guerre en France, et en suivant de très près les choses. Elle avait une sainte horreur des choses qui ne sont pas honnêtes. Donc le marché noir, pour elle, ça n'allait pas. Par contre, alors, on pouvait acheter du lait en quantité assez importante. On allait tous les jours au lait, on avait la laitière, elle faisait au moins 1,5 litre, je pense. Et maman avait payé un jardinier pour faire le jardin. Donc on avait des légumes, ça oui. Si elle avait un problème, c'est vers les Lusses qu'elle se tournait. C'est les Lusses qui ont emballé les fusils. Le fusil de chasse de papa. Pour le cacher. Pour le cacher dans un faux plafond de l'école. Alors il y avait de la résistance dans le coin, puisqu'il y avait la ferme Lavenant. Il y a le Lavenant du Breuil, qui est devenu le maire nommé par Pétain, par les Allemands, puisqu'on était en zone occupée. Et l'autre famille Lavenant, il y avait un fils qui lui était... Alors lui, il était communiste, il est parti en camp de concentration. Il en est revenu démoli, tellement démoli qu'il s'est suicidé au bout de 2 ou 3 mois. Mais son but, c'était de rendre à papa une famille en excellent état. Alors quand tu étais couvert d'eczéma, elle en était malade. Malade parce que tu étais vraiment en mauvaise santé. Quand tu as été tout nu sur une table qui avait le patron de Saint-Louis, là, à l'hôpital Saint-Louis, et avec tous ses élèves autour, et que le mec, maman assise dans son coin, rachitisme, boum, bang, elle a pris ça en pleine gueule. Fin 1943, une partie de l'Oflag de Münster est alors transférée d'abord à Zeust, puis à Hoyerswerda, au fin fond de l'Allemagne, en Silésie, tout près de la frontière polonaise. Énorme camp où sont enfermés plus de 5000 officiers. Il y a une grande porte et un sas à l'entrée avec un poste de garde. Pourquoi un sas? L'année précédente, 30 prisonniers, l'effectif exact d'une section allemande, s'étaient confectionnés des uniformes allemands dans des draps de lit et fabriqué des casques allemands parfaitement imités en carton-pâte. En plein jour, la colonne s'était mise en marche dans la grande allée centrale du camp, sous le commandement de l'un d'eux qui hurlait les ordres à la prussienne. Arrivé devant la grille d'entrée, les sas n'existaient pas encore, il ordonna aux sentinelles d'ouvrir la porte, ce qu'elles firent aussitôt tant les apparences de la régularité étaient respectées, et ils disparurent dans la nature. Bel exemple pour mon père qui prépare soigneusement une nouvelle évasion. L'été 1944, la France est enfin libérée. L'attitude des Allemands vis-à-vis des officiers, jusqu'alors plutôt respectueuse, se durcit, et surtout, l'envoi des colis cesse. Les rations réglementaires deviennent faméliques. En décembre 1944, profitant d'une confusion organisée à la porte du camp, avec la sortie des poubelles ou du linge, je ne sais pas très bien, mon père réussit à s'échapper avec son copain Bonardel. Quand ils sont échappés de Hoyerswerda, ils sont entre l'Elbe et l'Oder, qui les deux charrient les glaçons. Tous les ponts sont gardés. C'est à Noël. C'est autour de Noël. Leur but, c'est de s'évader. Vers l'ouest ou vers l'est? Ils ont des vivres, des vêtements civils, mais ne parlent pas un mot d'allemand. Coincés entre l'Oder à l'est et l'Elbe à l'ouest, boussole en main, ils partent vers l'ouest, cachés le jour et marchant la nuit, évitant les villages. Ils arrivent sur les bords de l'Elbe qui charrient des glaçons. Au bout d'une semaine, ils ne se nourrissent plus que de ce qu'ils trouvent dans les champs de rutabaga. Au 15e jour, tous deux affamés et Bonardel malade et épuisé, ils se rendent non pas dans une commandanture, mais prudemment chez les feldgendarmes, qui les renvoient au camp. Ils se rendent,
Ils disent qu'ils viennent de Münster, on ne sait pas trop d'où ils viennent, de toute façon les fous et la forteresse de Colditz, les Allemands ont autre chose à faire à ce moment-là. Cette forteresse, d'où on ne peut s'évader, accueille des officiers alliés évadés, multirécidivistes et de fortes têtes. Toutes les nationalités s'y retrouvent, anglais, canadiens, tchèques et 1500 officiers français. Les conditions de la captivité se détériorent et l'ambiance est malsaine. Les hommes, tenaillés par la faim, se bagarrent près des poubelles autour des tas d'épluchures de rutabaga. Heureusement, pour mon père, qui après cet épisode va perdre une vingtaine de kilos, ça ne va pas durer et la libération est proche. Les Russes et les Américains ne sont pas loin. Soudain, mi-avril, un beau matin, les officiers allemands quittent clandestinement le camp, ne laissant qu'une garde réduite qui fiche le camp discrètement l'année suivante. Et le 16 avril, le camp est libéré par les Américains. Easily, some of the best news coming out of Germany today is the release of more and more Allied prisoners of war. Stalag 11B, which held about 6,500 men, was liberated by the 7th Armored Division, the Desert Rats. Le rapatriement de tous ces officiers est rondement mené par les Américains qui organisent un carrousel d'avions vers l'aéroport du Bourget. Dès le 20 avril, mon père est ramené dans un Douglas C-47, le fameux Dakota. Ils débarquent au Bourget, et ils sortent de l'avion, il y a cette troupe de militaires qui traverse le tarmac, et dans les soldats qui sont là, qui les accueillent, etc. Oh, c'était un de ces anciens chauffeurs de la période 39. Ils se précipitent, ils se tombent dans les bras l'un de l'autre, etc. Et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, à partir de là, papa sort du rang. Les autres, ils vont arriver dans la gare du Bourget, il y a une gare quand même, et puis on les emmène à Orsay, à la gare d'Orsay. En 1945, il devient un espace de transit pour les soldats français revenant d'Allemagne. À Paris, au centre de rassemblement des libérés, la gare d'Orsay, elle a pris en main l'organisation... Se joue alors un petit drame familial. Parce que donc le télégramme est arrivé à Garancières. C'est l'heure de la récréation avant l'étude du soir. Maman est dans la cour avec les gamins qui restent à l'étude, et là-dessus, voilà que les copines arrivent. Michel, viens vite, viens voir. Il y a le facteur qui est là avec sa femme. Et lui, il arrive avec le télégramme qu'il avait lu, puisque c'est lui qui l'a reçu. Donc il est au courant. Maman, les trois gamins, et on fonce à Paris, et on va chez Margot Marcel. Et nous voilà partis à la gare d'Orsay. Donc, à la gare d'Orsay, on met la voiture sur un parking, et ils s'en vont aux nouvelles. Maman, Gagnaison et Marcel. Et à partir de là, ils recherchent papa. En téléphonant régulièrement à Gisèle, ils cherchent tous les trois, ils téléphonent, ils reviennent régulièrement aux nouvelles les uns les autres. Il y en a un qui reste, deux qui courent, enfin bref. Donc, et à un moment, il y en a l'un d'eux qui téléphone à Gisèle, c'est Gisèle qui répond, il est là, il vient d'arriver, il est là. Et on arrive, font la caisse, donc, chez Margot Marcel. L'image que j'ai ensuite, moi, c'est papa installé, assis, Nicole sur les genoux. Ça, c'est clair. Elle occupe le territoire, maman qui est à côté de lui, évidemment, et tout autour, toi, je vois pas très bien. Alors, si tu veux, voilà, ça sur Paris, c'est ça. On est tous ensemble dans l'arrière-boutique, et finalement, papa et maman vont dormir à l'hôtel. De l'autre côté, ils vont prendre une chambre d'hôtel, le petit hôtel qu'il y avait de l'autre côté. Et de cette nuit d'hôtel, ton maman un jour m'a parlé très tardivement, c'est-à-dire un an avant sa mort, en me disant qu'elle s'était refusée à ça. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Je pense qu'il y a tout ça, si tu veux. Maman n'est plus la même personne. Elle est très en colère du fait que c'est Gisèle qui a vu papa la première. Après, il y a Nicole qui se l'est accaparée toute la soirée. Je crois que pour elle, c'était très très dur. Mais d'un autre côté, papa n'a pas retrouvé la jeune femme d'avant. Parce que qui faisait tout ce qu'il voulait, qui obéissait sagement et qui l'écoutait religieusement. On va rentrer le lendemain à Garancières. Papa est très fatigué, je te dis, il a pris 10 kilos, il a repris 10 kilos en 21 jours. Il est plein de gens qui viennent. Les premiers, c'est les Barassa, évidemment. La relation. Tout le monde vient le voir. Mais tout le monde vient le voir. Tous les collègues essayent de venir, les gens du pays. Alors maintenant, je te raconte Garancières, parce que c'est quand même pas triste. Quand Gagnaison est arrivé à Garancières, il rentre à Garancières en pleine nuit. Il arrive devant l'école, il y a encore plein de monde devant. Tout le monde attend. Et il y a un arc de triomphe qu'on
construit autour de la porte d'entrée à l'école avec des fleurs accrochées partout. Ça, je l'ai vu le lendemain quand on est arrivé, avec les fleurs fanées qui dégringolaient. Et les gens du pays, là, ça avait couru à travers tout le pays, tout le monde l'attendait. Bel accueil. Cependant, l'été 45, la France célèbre plutôt les héros de la résistance, contrairement aux captifs de l'an 40, associés à la débâcle subie 5 ans plus tôt. Eux, les prisonniers, pensent au contraire qu'en les sacrifiant, la France a contracté une dette. De retour à la maison, mon père sait bien que la vie de la famille a continué sans lui, que les enfants ont grandi. Le grand problème de maman pendant tout ce temps-là, c'était de rendre à papa, à la fin de la guerre, 3 enfants en bon état, surtout le garçon. Maman était athée, profondément athée. Et pendant 5 ans, j'ai dit ma prière tous les soirs. À savoir qu'au moment d'aller se coucher, on disait « Petit papa, j'ai été bien sage, je t'envoie un gros baiser ». Après, la vie a repris son cours, si tu veux. Il fallait qu'on règle les problèmes. D'abord, ça a été très rapide. Il est revenu en avril, le 20 avril. Après, il fallait préparer la rentrée. Papa, il était quand même trop fatigué. C'est pas lui qui a... Ils ont voulu demander leur mutation pour se rapprocher d'un lycée. Donc, c'était la grande idée. D'abord, lui, il voulait changer. En fait, je pense qu'il ne voulait pas rester à Garancières. Donc, c'est maman qui est allée visiter les postes. À Garancières, mon père découvre qu'en son absence, la vie a continué plutôt calmement, que certains se sont enrichis avec le marché noir. On raconte au village que dans certaines fermes, on brûle des liasses de billets de banque dans des lessiveuses. Qu'on n'ait peut-être jamais vu dans le monde. Franc. Cette opération, faite franc pour franc, permettra à l'État d'établir le cadastre des fortunes et de découvrir plus d'un profiteur de la guerre et du marché noir. On a commencé à voir couler le fleuve multicolore sorti de tous les bas de laine, de tous les tiroirs et peut-être même de certaines lessiveuses. Mon père est rempli d'une rage qu'il a du mal à contenir. Et alors cette fois-là, on va se promener dans la région de Garancières, prend la voiture, on va se balader. À un moment, il y a une belle grille, grande ouverte. Papa, il rentre. Puis on fait tout un tour dans le parc, tu vois, parce que c'est tous ces châteaux, ils ont tous la même structure, les châteaux du coin. On arrive devant la grille, elle est fermée. Papa klaxonne, un gardien, parce que c'est une maison de gardien. Le gardien sort et il est où votre patron? Il n'est pas encore en taule. Alors, quelque part, il pétait les plombs sur un certain nombre de trucs. Par exemple, il avait toujours faim. Et donc, il a été invité à un repas le jour du certificat d'études, tu sais, les instituts se retrouvent, puis tous les instituts du canton se retrouvent, donc ils se connaissaient tous. Et à la fin du repas, il fait le tour de la table, il ramasse tous les morceaux de pain, il se met dans la poche. Des trucs comme ça, il y avait quand même des trucs qui déglinguaient un peu, quoi. À son retour, Gaston retrouve donc une épouse qui n'est plus tout à fait la même. Toujours amoureuse, bien sûr, mais émancipée, autonome, ayant assuré pleinement ses responsabilités familiales et professionnelles, notamment comme directrice d'école. Elle a beaucoup évolué pendant ces 4 années, forcément. Papa, c'est vraiment, je monte sur un créneau dans l'échelle sociale. Et maman, c'est de l'émancipation. Par rapport à tout, à la vie, à ce qu'on doit penser, etc. Le sentiment que j'ai, si tu veux, sur la suite, quand papa est rentré, donc, c'est quand même qu'il n'avait pas vécu la même chose, et que maman était beaucoup plus à gauche que lui. Enfin, beaucoup plus, elle était proche des communistes, maman, à ce moment-là, c'est clair. La grande peur de Marguerite, c'est qu'après ces 5 ans de séparation, elle ne se retrouve pas sur les mêmes idées que celles de son mari. C'est quand il revient, maman, qu'il lit un journal qui n'est pas l'Humanité, mais qui est quand même Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal qui était écrit par des communistes. Et maman, elle n'a pas choisi Combat, le journal de Gaulle. Elle a choisi Franc-Tireur. C'est elle qui a choisi ce journal-là. Et 1 an après, on lisait Combat. Dès septembre 1945, la décision est prise, mes parents vont quitter Garancières. À Le Flag, en effet, mon père a bien compris que pour ses enfants, l'ascenseur social passe par le lycée.
En accord avec Marguerite, ils vont donc prendre cette décision, demander leur mutation et quitter Garancières pour occuper un poste de directeur d'école dans un village qui soit proche d'un lycée. Ce sera Buc, au bord de la Bièvre, tout près de Versailles. Ma sœur Michel sera ainsi rayée du cours complémentaire de Naufle et inscrite à l'excellent lycée de jeunes filles de Versailles, dont bon nombre de profs sont d'ailleurs des Sévriennes. Quant à moi, j'ai douloureusement liquidé mon Oedipe en tuant symboliquement mon père. T'es libre comme l'air. Un mois après, tu diras papa, on était bien plus tranquille quand t'étais pas là. Ah ça, tu y as dit clairement. Il y a eu droit.